pourquoi cette expression d'écologie humaine désormais présente dans les débats autour de l'écologie? C'est d'abord parce que l'être humain a une nature. Et l'être humain doit être protégé, l'humanité doit être protégée au même titre que les entre guillemets «autres espèces». Et spécifiquement ces temps-ci, puisque la technique a progressé de telle sorte que l'homme est capable de dénaturer sa propre identité. On pense au entre guillemets «bébé OGM» avec un ADN modifié. Et donc il est important d'inclure l'humanité, pas seulement l'intégrité, du génome, mais également l'intégrité des populations, de la vie humaine, des cultures. Voilà, tout cela, fait partie aussi de la préoccupation écologique. Cette notion d'écologie humaine est d'autant plus nécessaire aujourd'hui que certains courants d'une écologie entre guillemets dite «radicale» font de l'homme une variable d'ajustement, font, de l'homme le bouc émissaire, de la situation et vont jusqu'à imaginer que la planète se passerait bien de l'humanité. D'où la nécessité de revenir à une logique de bon sens qui est que c'est sur l'homme que cela repose et que cela passe par, bien sûr, la protection de tout être humain. Et parmi les éléments qui définissent l'identité de l'humanité, il y en a un qui est très spécifique et qui est au cœur du sujet, c'est la conscience. Nous avons conscience de ce que nous faisons, de notre responsabilité par conséquent, et cette conscience, eh bien, elle nous est commune à toute l'humanité. Et c'est cette loi morale inscrite dans nos consciences qui nous pousse à reconnaître la dignité de tout être humain, qui nous pousse aussi à être attirés par le bon, le vrai et le beau. Et par exemple, le mensonge est toujours une atteinte, une blessure infligée à autrui, et les civilisations qui seraient fondées totalement sur le mensonge ne pourraient bien sûr pas exister. Et donc cette loi morale, c'est celle qui nous rend aussi responsables vis-à-vis du reste de la création. Alors il y aurait une équation simpliste qui prétendrait que d'un côté, il y a une écologie environnementale, qui préserve le reste de la nature, de l'autre côté une écologie humaine qui préserve la nature humaine et que tout cela aboutit à l'écologie intégrale. C'est simpliste parce que tout est relié et que il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate. Il n'y a pas d'écologie si on n'a pas défini qui est l'homme, puisque c'est l'homme qui est porteur de ce souci écologique. Et la boussole d'une écologie humaine intégrale, c'est toute la personne et toutes les personnes dans leur environnement. Toute la personne avec toutes ses dimensions, c'est-à-dire un corps sexué à respecter, une dimension de psychologie, une dimension relationnelle, une dimension intellectuelle, tout cela à nourrir, à préserver, et puis aussi une dimension de transcendance qui est propre à l'humanité, et l'homme passe infiniment l'homme, comme le disait le grand Pascal. C'est 5 dimensions pour l'être humain, et puis tous les êtres humains, sans en exclure aucun, et en se souciant désormais des générations futures. Ce qui est peut-être un ajout magnifique finalement à la conscience écologique contemporaine, c'est que nous préoccupons de léguer aux générations futures une terre habitable, une humanité digne de ce nom, etc. Voilà. Alors, de ce fait, nous, dans le courant pour une écologie humaine, nous privilégions l'idée que l'écologie humaine est le chemin vers une écologie intégrale, que toute écologie est humaine dans la mesure où le rhinocéros blanc d'Afrique ne se préoccupe pas de son extinction malheureusement qui menace, alors que nous, les êtres humains, nous nous en préoccupons et nous sentons responsables. Donc toute écologie passe par les êtres humains qui doivent préserver à la fois leur intégrité et également l'intégrité du reste de la nature dont ils dépendent et qu'ils ont la charge de transmettre sans la dénaturer aux générations qui viennent. Où trouver la force de tenir face à un réel, parfois contraignant et frustrant, qui ne correspond pas vraiment à nos plans et projets? Qu'est-ce qui peut nous aider à accueillir ce qui nous dépasse? Je suis émerveillée par la confiance que nous font les personnes qui s'adressent à nous dans les services d'écoute d'Alliance Vita et par leur cheminement individuel face à une réalité complexe et parfois douloureuse. Nous allons d'abord étudier le réel en mouvement, consentir à la perte. Puis, comment accueillir le réel dans un double mouvement d'acceptation et de décision. Enfin, je vous proposerai 3 pistes concrètes pour consentir au réel. Nous sommes des êtres d'attachement. Notre réalité est construite à partir des liens que nous avons tissés
avec les premières figures d'attachement, et cela dès la vie utérine. Le psychiatre et psychanalyste John Bowlby a étudié au milieu du XXe siècle le comportement et le développement des enfants séparés de leur famille. À partir de l'observation d'enfants orphelins, il décrit l'attachement. Il s'agit d'un instinct chez l'enfant correspondant au besoin vital d'être écouté, entendu, compris, soutenu, besoin actif durant toute la vie. C'est la relation répétée qui aide l'enfant à construire son attachement. L'engagement émotionnel et le temps passé ensemble sont déterminants. Satisfaire au mieux le besoin d'attachement chez l'enfant le rend plus confiant dans son exploration du monde, ses rapports émotionnels, ses interactions sociales. Ainsi, la qualité des liens d'attachement du nouveau-né est la matrice de ses liens sociaux futurs. La recherche sur l'attachement s'est intéressée plus récemment aux personnes âgées. Dans les démences débutantes, les patients luttent contre le sentiment d'insécurité en ayant recours à des figures d'attachement. Avec l'évolution de la démence, plus le patient éprouve un sentiment de vulnérabilité et d'étrangeté, plus il va se fier à une source interne de sécurité. Par exemple, avec la croyance que ses parents sont toujours en vie. Le type d'attachement du patient conditionne sa recherche d'aide auprès des proches et des soignants, et la mise en place de repères, la régularité des lieux, des visages, permettent de lutter contre le sentiment d'insécurité du patient. À présent, la perte, les étapes du deuil. Le réel en mouvement perpétuel introduit des changements qui nous font vivre des pertes, petites et grandes, tout au long de notre vie. Déménagement, rupture amoureuse, perte d'emploi, maladie, perte de capacité, décès d'un proche. Les liens d'attachement tissés au tout début de notre vie impactent notre mode d'adaptation au réel, et le deuil est une blessure d'attachement. Ainsi, lorsque je perds un être cher, je perds aussi ce que cette personne représentait pour moi. Si le lien était très fusionnel, comme une extension de moi-même, c'est comme si une partie de moi n'existait plus. La gravité du deuil dépend du degré d'attachement que j'ai à la personne. Le docteur Christophe Fauré, psychiatre, cofondateur de la plateforme Mieux traverser le deuil, dont le service SOS Fin de Vie, animé par Alliance Vita, est partenaire depuis 2020, soulève un paradoxe. Le deuil est à la fois un processus naturel lié à la perte et c'est aussi un travail. On parle de travail de deuil. Il s'agit de créer les conditions les plus favorables pour accompagner un processus qui se passe de toute façon. Et pour cela, je dois prendre la décision de prendre soin de cette plaie psychique. 4 grandes étapes rythment le processus de deuil. Phase 1, le choc, la sidération. D'abord, nous refusons d'y croire. Les émotions semblent pratiquement absentes. Des mécanismes de protection, comme le déni cognitif et émotionnel, se mettent en place pour préserver la conscience de l'énormité de ce qui vient de se passer. Tout notre corps met un temps fou à accepter la réalité de la perte. Pour aider une personne endeuillée, il faut l'aider à mettre des mots pour apprivoiser la perte. Comment ça s'est passé? Il faut le raconter 100 fois peut-être. Phase 2 du deuil, la fuite et la recherche. La personne endeuillée mobilise une énergie colossale pour tenter de fuir la souffrance. Fuite dans le travail ou dans des addictions diverses. En même temps, il y a recherche pour tenter de préserver coûte que coûte la relation interrompue avec l'être aimé. Besoin de toucher ses vêtements, de sentir son odeur, de regarder ses photos et vidéos, d'entendre sa voix. Phase 3, la déstructuration. Cette phase, plus ou moins longue dans le processus de deuil, est caractérisée par une grande tristesse, des remises en question, une grande fatigue. La personne comprend que la perte est irrémédiable. La douleur peut atteindre un paroxysme, avec un vécu dépressif dans lequel les émotions ont une intensité considérable. Colère, culpabilité parfois. Il y a une perte de repères, un profond sentiment de solitude. Les personnes endeuillées ont alors parfois l'impression qu'ils ne termineront jamais leur deuil. Phase 4 du deuil, la restructuration. La réalité de la perte est petit à petit mieux acceptée.
La personne ressent encore de la tristesse, mais elle a retrouvé son plein fonctionnement. Elle réorganise sa vie en fonction de la perte et commence à entrevoir la possibilité d'un retour à la vie. Elle redéfinit sa relation à elle-même, à autrui et au défunt. Au début de cette phase d'acceptation, on peut se demander « Est-ce que j'ai le droit d'éprouver cette sensation de bien-être ?» Ce questionnement s'accompagne d'une impression de trahir, comme si rester dans la peine était une preuve d'amour. En réalité, alors que la souffrance occupe 100% de l'espace psychique au début, progressivement, le processus de deuil permet que cette souffrance trouve sa juste place à l'intérieur de nous. Une place qui restera toujours douloureuse, le lieu de l'absence. Autour de ce lieu du manque, un espace suffisamment large se crée pour laisser émerger des temps de joie qui permettent de cheminer et d'apprivoiser l'absence. Ces étapes se chevauchent bien sûr. Chaque expérience est unique, l'histoire individuelle, les liens tissés avec l'être disparu, l'intensité des émotions, des sentiments, toutes ces variables personnelles vont déterminer la durée, la périodicité, la profondeur des vagues traversées pendant chaque phase du processus. La durée du processus de deuil est liée aux saisons. Je revis le deuil au bout d'1 an alors que le soleil revient dans la même position. Quel est le rôle des rituels ? Tous les rites de passage ont en commun l'arrêt du temps pendant le rituel. En France, pendant la minute de silence, tout le monde reste immobile, recueilli. Il y a une prise de conscience du temps de l'avant et du temps de l'après. Le rite social est fait pour être partagé par tous. Dans notre société, les rites sont de plus en plus individuels, de moins en moins collectifs. Alors qu'apportent les rites de transition ? Ils permettent à la société de reprendre ses tâches. C'est un phénomène en creux. Il faut s'arrêter pour pouvoir reprendre. Ceux qui ne s'arrêtent pas au moment d'un deuil significatif pour eux vont avoir du mal à remobiliser leur énergie pour continuer d'avancer dans l'après. Les rites permettent d'accepter la rupture de l'attachement, de reconnaître la désagrégation du lien du mort avec le cercle social. Ce lien se délite. Le défunt perd son statut de vivant. Pour tolérer qu'il s'en aille, il faut être rassuré sur le fait que le défunt est réintégré dans un nouveau groupe, la communauté des morts. Lors du rite commun avec sa gestuelle symbolique, le participant partage ses émotions fortes avec le groupe. Ainsi, vivre le rite social permet de démarrer le processus de deuil. Avec le temps, la perte se transforme en gain. C'est ce que Jean Montbourquette, prêtre et psychologue québécois, appelle l'héritage. Dans son livre « Aimer, perdre et grandir », il écrit « Si tu poursuis ton deuil jusqu'à la prise de possession de ton héritage, tu seras habité d'une nouvelle présence reconnaissable à la joie, à la paix et à la liberté qu'elle suscite en toi. » Ainsi, au terme du deuil, la vie est réinvestie, il y a un regain d'énergie, un équilibre retrouvé. La vie continue sans celui que j'ai aimé imparfaitement. L'héritage, c'est ce que j'ai aimé chez lui, j'ai intégré certaines de ses qualités, mon identité est transformée. Tout ce que j'ai appris de lui me permet de vivre sans lui. Intégrer l'objet perdu, accueillir l'héritage reçu, c'est ainsi que la relation que nous avons eue se transforme, s'intériorise et que je lui rends hommage. Écouter ou consentir à la réalité de l'autre et à la mienne. Écouter, c'est se rendre disponible, ne pas avoir des idées préconçues qui tordent ou arrangent le réel à notre manière. L'écoute active, bienveillante est une technique d'accompagnement développée par le psychologue américain Carl Rogers. Son postulat fondamental est que toute personne a une tendance naturelle à se développer et elle seule dispose des moyens de régler ses propres problèmes. Centrée sur la personne, l'écoute prête attention, pas à chaque détail de son message, verbal ou non verbal.
La reformulation permet à la personne écoutée de préciser sa pensée, son vécu et d'avancer dans son cheminement. Elle entend en écho un reflet de ce qu'elle vit et de ses émotions. Comment accueillir le réel, parfois contraignant et frustrant? Ce qu'il faut, c'est être heureux à partir de la vie, à partir de ce qu'elle est, tantôt banale, tantôt terrifiante, souvent joyeuse, mais jamais confortable. Il faut partir du donné, si contrariant soit-il, mais faire à partir de ce point d'arrêt imprévu un point de départ, improviser sa vie donc. C'est là toute l'histoire de notre petite vie humaine, c'est ce qui fait de tout être vivant un artiste et de toute vie une œuvre. Martin Steffans, professeur agrégé de philosophie, nous donne ce conseil précieux dans son livre « La vie en bleu ». Ainsi, lorsqu'on traverse une épreuve, il faut commencer par la vivre, l'accueillir. On se donne ainsi la chance d'ouvrir, au cœur de l'épreuve, et non pas malgré elle, un chemin pour la vie. L'acte de consentement, un acte décisif de l'esprit. Nous avons la capacité de pouvoir nommer, dire non, dire oui, donner un cadre. Cet acte de consentement, acte de l'esprit, est à la fois le plus simple et le plus décisif. Etty Hillesum, jeune Hollandaise d'origine juive qui meurt à Auschwitz en 1943 à 27 ans, écrit quelques mois plus tôt dans son journal intime. Les pires souffrances de l'homme sont celles qu'il redoute, car le grand obstacle, c'est toujours la représentation et non la réalité. La réalité, on la prend en charge avec toute la souffrance, toutes les difficultés qui s'y attachent. On la prend en charge, on la hisse sur ses épaules, et c'est en la portant que l'on accroît son endurance. Consentir à sa vie est un choix que chacun peut décider librement dans l'intimité de son cœur. Ce oui à la réalité nous ouvre à l'inattendu. Il est une forme d'abandon de nos idéaux, de nos projections, de nos plans, qui permet l'émergence d'un destin. D'abord, nommer la réalité pour mieux la vivre. Quand le réel est douloureux, le nommer permet de mieux le traverser. C'est vrai pour la réalité que je suis en train de vivre. Mettre des mots sur mon vécu, mes émotions, m'aide à la prise de conscience et aussi à la prise de recul. C'est vrai aussi lorsqu'un proche traverse une réalité douloureuse. La peur d'être maladroit nous paralyse parfois et nous mure dans le silence. Mais ce silence isole davantage. Oser une présence, quelques mots, c'est tendre une main, inviter l'autre à ne pas rester seul. Ensuite, lâcher prise. Accepter de se laisser transformer par la réalité, de ne pas avoir réponse à tout. Certaines épreuves n'ont aucun sens, mais un surplus de sens peut être trouvé lorsque l'épreuve est traversée et surmontée. Laisser le temps au temps. En accueillant l'impuissance dans laquelle l'épreuve nous met, nous reconnaissons la force même de la vie, son aptitude à ressurgir, sa créativité, son invitation à la croissance. Le temps qui passe, c'est de la vie qui cherche une voie pour se faufiler et couler à nouveau. Enfin, accueillir le réel, ici et maintenant. Consentir. Étymologiquement, c'est sentir avec nos 5 sens, comme une invitation à vivre pleinement l'instant présent. Nous sommes souvent emprisonnés par nos préoccupations du moment, nous avons du mal à être réellement présents à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent. Et lorsque nous prêtons attention à nos 5 sens, ils nous permettent de savourer la magie de l'instant présent et nous relient aux autres. Oser consentir au réel, c'est permettre à la joie de s'inviter naturellement comme compagne. La racine de la joie est le consentement à la vie. Mes derniers mots sont empruntés au philosophe Alain. Voir, entendre, flairer, goûter, toucher, ce n'est qu'une suite de bonheur. Même les peines, même les douleurs, même la fatigue, tout cela a une saveur de vie.
Voir, c'est vouloir voir. Vivre, c'est vouloir vivre. Merci de votre attention. Une réalité plus large. À chacun sa réalité, à chacun sa vérité, voilà des phrases entendues régulièrement. Les débats sur notre possibilité d'accéder, de connaître la réalité telle qu'elle est sont anciens. Sommes-nous dans une caverne où nous ne voyons que les reflets vacillants de la pure réalité? Sommes-nous manipulés par un malin génie qui veut nous faire douter de tout? Sommes-nous dans une matrice manipulée par un algorithme géant dont l'objectif caché est d'utiliser l'énergie que nous produisons pour s'entretenir lui-même? Le propos de ma présentation ne sera pas de trancher dans ces épineuses questions philosophiques. À partir du constat que la réalité est plus large que ce que nous en percevons, nous serons conduits à mieux comprendre que l'immensité de la réalité montre, premièrement, l'impossibilité de la cloisonner, de la segmenter, deuxièmement, l'impossibilité de la réduire à un scénario. Ces caractéristiques de la réalité soutiennent une vision éthique où la personne humaine ne peut être réduite ni à une marchandise, ni à un individu isolé dans une bulle. Au début des années 2000, un article d'un magazine très influent dans le milieu politique et économique anglo-saxon présentait la prostitution de la façon suivante. 2 personnes majeures et consentantes ont une relation sexuelle et l'une paye l'autre. Quel est le problème? Vous avez 2 personnes qui savent ce qu'elles font et ont conclu un contrat en bonne et due forme. Et l'article de poursuivre en disant que il n'y en avait pas justement de problème et qu'en fait, légaliser la prostitution dans le cadre présenté ci-dessus se justifiait. Cette présentation a un peu le format d'une photo, d'un instantané qui veut nous convaincre. Mais est-ce la réalité? En fait, je crois cette photo très réductrice et je vous propose de mettre de l'autre côté un rapport publié par le Sénat français de la même époque. En quelque sorte, il s'agit de regarder le film plutôt que juste une image soigneusement choisie, surtout quand l'image n'est pas juste. Le rapport mettait en avant que la prostitution sans proxénétisme était très marginale et que la prostitution relevait beaucoup plus de filières organisées avec petites annonces trompeuses, promesses d'un travail et malheureusement de nombreuses pressions et violences exercées sur des femmes. Et le rapport de dire explicitement, contrairement à ce que certaines personnes prostituées, qui sont d'ailleurs la plupart du temps manipulées, cherchent à faire croire, la prostitution est rarement le résultat d'une démarche volontaire, mais bien plutôt l'aboutissement d'une violence familiale, sociale ou économique, vécue dans un état de plus ou moins grande conscience. L'impossible cloisonnement d'une activité totalement étanche à des activités connexes ressort encore d'un autre rapport du Sénat, très récent cette fois. Sur le sujet de la pornographie, ce rapport intitulé avec justesse L'enfer du décor est co-signé de 4 sénatrices de groupes politiques différents, aborde de front la question de pouvoir différencier une bonne d'une mauvaise pornographie. Voici le témoignage de la responsable de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, l'OCRTEH, sur la question de la pornographie. Les actes, même consentis, découlent d'une nécessité matérielle et d'une précarité économique dont souffrent ceux qui s'y livrent, plutôt que d'un choix libre et éclairé. C'est bien l'esprit de notre droit de dire que, même si l'intérêt économique est partagé, personne ne doit profiter matériellement des services sexuels tarifés d'un tiers. La notion de dignité humaine est objective et supplante dans notre droit celle du consentement qui est, elle, subjective et donc sujette à la manipulation. Au bout de son enquête et des nombreuses auditions effectuées, le rapport est sans appel sur l'impossibilité de segmenter 2 pornographies avec une approche qu'on appelle réglementariste. C'est, selon les termes du rapport, voué à l'échec et des formes de pornographie plus respectueuses des personnes représentent une goutte d'eau dans un océan de violence. Autrement dit,
quand il s'agit de la dignité humaine. Vous ne pouvez pas cloisonner des activités en décrétant qu'une est éthique, et donc peut être légalisée, et une autre doit être combattue. Il y a une porosité de la réalité. Nous pouvons maintenant aborder un sujet plus directement en lien avec la bioéthique et où l'on retrouve le même type de raisonnement. Il s'agit de la GPA, la gestation par autrui. Il y aurait selon certains la bonne GPA, la GPA éthique, où la mère porteuse est consentante et où il y a un encadrement par un contrat, éventuellement même rédigé par des avocats. Et il y aurait la mauvaise GPA, c'est-à-dire le reste. Pourra-t-on vraiment, comme l'affirment ses partisans, segmenter ces deux GPA ? À la lumière des exemples de la prostitution, de la pornographie, les exemples cités avant, cette affirmation est plus que douteuse. Comment vérifier que le consentement de la mère porteuse n'est pas le résultat de pression économique ou sociale, voire familiale ? La notion de rémunération, présente dans la grande majorité des GPA, met à mal également l'idée d'une démarche altruiste. Les partisans d'une autorisation réglementée de la GPA proposent souvent d'appeler cet argent un dédommagement, pour éviter d'employer le mot salaire. Mais qui dit dédommagement dit dommage, et dans ce cas, la réalité du mot qu'ils emploient eux-mêmes contredit l'idée d'une pratique inoffensive. Les partisans d'une GPA encadrée nous présentent des photos. Je pense par exemple aux images présentées par des agences organisant la GPA. Qui ne serait pas sensible à l'image d'un bébé ? À l'émotion d'un couple prenant un bébé dans les bras. Ce sont des images, mais il y a la réalité d'une activité économique. 50 000 € pour une GPA en Ukraine. Plus de 100 000 aux États-Unis. Il y a également la réalité du tri et de la sélection. Le site WCB, World Center for Babies, qui est une agence qui propose des dons et des ovocytes et la GPA, précise dans sa partie dons d'ovocytes, le WCB a une base gigantesque de donatrices d'ovocytes pour répondre à vos préférences. La GPA, c'est donc aussi un contrat commercial qui régit la vie d'une femme dans beaucoup de détails qui relèvent de sa vie privée. Pour reprendre les mots de la responsable de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, la notion de dignité humaine est objective et supplante dans notre droit celle du consentement qui, elle, est subjective et donc sujette à manipulation. Ainsi, pour ce qui touche fondamentalement au corps humain, l'examen de la réalité conclut à l'impossibilité de segmenter, d'encadrer des pratiques contraires à la dignité intrinsèque de la personne. Si une forme de marchandisation est autorisée, les pratiques débordent le cadre initialement prévu. Pour le dire de façon imagée, on ne remet pas le dentifrice dans le tube une fois qu'on l'a fait sortir. Et les conséquences peuvent être dramatiques. La presse a relaté les cas malheureux d'enfants en attente de parents commanditaires bloqués par des mesures de confinement pendant la crise de la Covid-19. La guerre menée par la Russie contre l'Ukraine a également mis en lumière l'impossibilité de segmenter, de circonscrire une activité sur un territoire. Des mères porteuses ont dû fuir leur pays, bien naturellement, pour accoucher ailleurs, loin de leur propre famille. Dans les situations et les activités abordées, la réalité dépasse des présentations fictives construites pour vendre une activité. Et je le répète, ceci conduit à soutenir l'abolition de toute pratique de commercialisation du corps humain dans son intégralité. Je vous disais, la réalité dépasse la fiction. Sur le débat en cours sur la fin de vie et la possible légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, je vous propose de partir d'une fiction pour illustrer le risque de s'enfermer dans un scénario. Pourquoi ? Parce que souvent, les partisans de l'euthanasie font appel à des scénarios. Le sondage, régulièrement fait par l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, en est une bonne illustration. Voici la formulation employée en 2017 dans un sondage mené par l'IFOP avant l'élection présidentielle. Vous, personnellement, approuveriez-vous l'autorisation pour les personnes souffrant de maladies insupportables et incurables de recourir à un suicide assisté, c'est-à-dire au fait que ces personnes prennent un produit létal, mortel, en présence d'un médecin
pour mettre fin à leur souffrance. Le résultat à cette question est évidemment une forte approbation. 90%, un score qu'on peut d'ailleurs qualifier de stalinien. Alliance Vita a souvent dénoncé ce choix truqué, et il est truqué parce qu'il est tronqué, ce qu'on peut appeler un scénario qui enferme. Une histoire semblable a été racontée en 1922, il y a 100 ans, par le dramaturge italien Luigi Pirandello. Dans une nouvelle intitulée Soleil et ombre, l'écrivain met en scène un homme qui a décidé d'en finir. Il a volé dans la caisse de son employeur pour subvenir aux besoins de sa famille et il est décidé à mourir. Par la noyade ou le poison, les deux options sont prêtes. Et il organise sa dernière journée, une descente vers une petite station balnéaire italienne. Là, un ami l'attrape, remarque sa mine sombre, lui organise une baignade, un repas avec d'autres amis. Et les soucis s'envolent, et le héros goûte sa journée. Mais dans la diligence qui le ramène chez lui, il repense tout d'un coup à la lettre qu'il a laissée à sa famille et où il a annoncé son suicide. Que faire ? Aller au bout du scénario qu'il a écrit sur cette lettre et mettre fin à sa vie ? Ou y renoncer et affronter peut-être les questions ainsi que la perspective qu'on découvre son vol, mais aussi renoncer à tous ces moments d'amitié qu'il vient de vivre. Je ne vous raconterai pas la fin choisie par l'auteur, mais cette histoire me paraît intéressante dans les débats actuels car elle illustre bien le risque de l'enfermement dans un scénario. Dans l'histoire, ce sont les difficultés matérielles, les perspectives sombres qui pèsent vers un choix tragique. Mais ce qui se passe en réalité, dans sa journée, à ce héros, c'est différent. C'est des bons moments, c'est le goût de l'amitié, la sollicitude aussi des autres. En reprenant les mots du titre de la nouvelle, Soleil et ombre, s'il n'y a pas de soleil sans ombre, il n'y a pas non plus d'ombre sans soleil. C'est pourquoi, également, le formulaire de directive anticipée proposé par Alliance Vita s'intitule « Directive anticipée et personne de confiance ». Dans la nouvelle de Pirandello, c'est bien un ami qui ouvre d'autres perspectives aux héros découragés. Dans son livre célèbre « Les origines du totalitarisme », la philosophe Hannah Arendt analyse l'isolement à partir de la phrase connue « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Pourquoi cela, se demande Hannah Arendt. La réponse qu'elle donne est la suivante. Parce que l'homme seul pense dans la perspective du pire. Un témoignage poignant récemment publié l'illustre parfaitement. Il a été recueilli par Agnès Leclerc, journaliste au Figaro. Atteint de SLA, une maladie au pronostic sombre, cet homme, qui n'était pas opposé à l'euthanasie, quand il y réfléchissait en tant que bien portant, a raconté son cheminement. Il voit aujourd'hui l'euthanasie comme une décision radicale, trop rapide. Grâce aux rencontres avec des soignants, des perspectives d'accompagnement se sont dessinées. Et je le cite, « À côté de la difficulté de la maladie, il y a aussi une forme d'émerveillement, une dimension très pure de l'amour de ma femme et de mes enfants, la tendresse de mes amis, l'attention des soignants. Bien sûr, cela existait avant, mais avec la maladie, cela prend une autre dimension. Je vais quitter ce monde avec ce qu'il y a de plus beau chez l'homme. Cela apporte beaucoup de sérénité. » Ouvrir d'autres possibilités, ne pas laisser une personne s'enfermer dans un scénario négatif, rassurer par la présence, éclairer les choix, c'est bien une réalité plus large qui peut s'ouvrir. En explorant la réalité, nous voyons ainsi le danger de l'isolement et l'importance des relations. Voici une dernière anecdote instructive. Elle a été rapportée lors d'une table ronde sur le thème de la douleur par un médecin en soins palliatifs. Au début du traitement de la douleur, disait-elle, on traitait par de la morphine en sirop, donnée toutes les 4 heures aux personnes âgées de ce service de soins palliatifs. Les laboratoires ont ensuite progressé pour proposer des gélules toutes les 12 heures. La libération prolongée, c'est un grand progrès. Seulement, les personnes âgées, traitées avec le même dosage, se sentaient moins soulagées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus la visite de l'infirmière ou de l'aide-soignante toutes les 4 heures. La docteure rappelait à quel point le patient
attend des soignants plus que leurs compétences médicales. Elles attendent leur attention, leur regard, pas seulement pour dialoguer sur leur pathologie, mais pour leur confirmer leur pleine dignité, malgré des apparences parfois contraires. Et je cite ce docteur, « C'est toute une question de relation qui est également importante à côté des thérapeutiques médicamenteuses. » Pour conclure, je voudrais reprendre le terme de beauté employé par cette personne atteinte de SLA. Sans oublier les difficultés profondes auxquelles nous sommes confrontés, sans naïveté, sans photomontage bisounours, la beauté appartient à la réalité. Selon le poète François Cheng, elle est cette part de gratuité qui non seulement donne du sens, mais qui nous indique qu'un sens existe, un sens pour nos vies et un sens pour le monde. Et ce sens est donné particulièrement lorsque nous faisons attention au visage de l'autre. Je cite un court extrait de sa première méditation sur la beauté. « De chaque visage humain rayonne une transcendance impossessible qui nous enveloppe et nous traverse. Impossessible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas posséder. Car la vie, c'est ce qui ne se contrôle pas complètement, qui ne se segmente pas, qui ne se cloisonne pas, qui ne s'enferme pas. Comme la réalité. Merci pour votre écoute. Bertrand Vergely, bonjour. Bonjour. C'est une très grande joie pour moi de vous recevoir pour la première fois pour cette université de la vie. Alors, je vais vous présenter, et je ne suis pas sûre que vous aimiez, mais comme un très grand penseur de notre époque. Si. Ça vous va ? Ça me va très bien. Bon, je crois que c'est un compliment qui me dépasse, mais je ne peux pas le refuser, et je ne le refuserai pas. Parce que je sais que vous vous présentez plus humblement comme un artisan philosophe. Exactement. Voilà. Vous êtes donc philosophe, vous êtes normalien, agrégé, vous êtes aussi théologien et vous enseignez à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Et vous êtes l'auteur d'une œuvre considérable, une 50aine de livres, j'en ai quelques-uns ici. La tentation de l'homme-dieu, la destruction du réel, la vulnérabilité ou la force oubliée, et notre vie a un sens. Alors, ma première question, Bertrand Vergely, concernant l'homme d'aujourd'hui, l'homme moderne, l'homme contemporain, est-ce que vous pensez que nous vivons dans la réalité, mais aussi en réalité ? Alors, si on prend l'homme contemporain, la caractéristique de notre monde, c'est la disparition du réel, pour des raisons liées à une mutation de culture. Je crois que les choses ont commencé à la Renaissance, lorsqu'on assiste au triomphe de la technique, au triomphe de l'art et au triomphe de l'artificiel. Et c'est bien exprimé par Arcimboldo, qui recompose un visage humain avec des fleurs, des légumes, et qui montre que pour faire un homme, il n'y a pas besoin d'un homme. Là, nous avons le début d'une aventure qui se réalise dans notre monde, où la nationalité saoudienne a été accordée en 2017 à un robot nommé Sophia, capable de tenir une conversation. Et donc, à quoi assistons-nous ? À l'idée que pour faire un homme ne suffit plus. Une bonne imitation fait office d'homme. C'est ça qui change complètement et qui marque le triomphe de la technique. La technique en soi est une bonne chose, c'est même une chose céleste, grâce au raisonnement fin moyen. Ce qui est une moins bonne chose, c'est le vertige qui saisit soudain un certain nombre de chercheurs et de savants qui se disent, si avec les performances de la technique, eh bien, on changeait radicalement l'homme et on créait un autre homme. Donc la disparition du réel est marquée par la substitution.
On veut substituer à la réalité une réalité artificielle et en mettant l'artifice au-dessus du réel. Et dans la destruction du réel, justement, vous parlez de 3 effacements. L'effacement de l'origine, l'effacement de l'homme et l'effacement du vrai. Est-ce que, pour compléter ce que vous venez de dire, ce n'est pas l'effacement du vrai, en fait, qui conditionne les autres? Tout à fait. L'effacement du vrai, ça veut dire le refus de tout modèle donné a priori, chacun devenant celui qui détermine le modèle. Plus d'identité, plus de vérité, sous prétexte de ne pas imposer quoi que ce soit et d'être totalement libre. La caractéristique de notre époque, de tout ramener à l'individu et à sa capacité d'appeler réel ce qu'il décrète et ce qu'il veut. C'est ça, la disparition du réel, c'est-à-dire c'est moi qui décrète ce que je suis et ce qui existe. La réalité, c'est la réalité pour moi. La vérité, c'est la vérité pour moi. La morale, c'est la morale pour moi. Voilà. C'est ça, la caractéristique de notre monde. C'est l'homme autoconstruit, un peu. C'est l'homme autoconstruit. Hein. Olivier Rey avait écrit Une folle solitude, et c'est le fantasme de l'homme autoconstruit qui se crée lui-même. Alors, vous avez évoqué cette manière dont on voudrait humaniser les robots. Finalement, on essaye aussi de robotiser l'homme, et puis il y a des distinctions qui se perdent aujourd'hui entre l'homme et la machine, entre l'homme et l'animal, mais aussi entre l'homme et la femme au sein d'une même nature humaine. Pourquoi on en est là et qu'est-ce qu'il faut dire de l'homme aujourd'hui pour contester ce qui là est une forme de destruction du réel? La caractéristique, c'est que nous vivons un développement de l'individualisme absolu, qui effectivement fait sauter les 4 limites qui nous protègent, la différence homme-machine, homme-animal, homme-femme, virtuel-réel, au nom de quoi? Au nom de l'individu qui va pouvoir jouer avec tout et permettre à l'homme ludique de prendre le pouvoir et de s'imposer. Donc nous sommes dans un monde, on pourrait dire, du divertissement absolu, pour prendre Pascal, et un monde qui passe son temps à jouer, c'est-à-dire à se divertir. C'est pour fuir le réel, peut-être un peu. C'est pour fuir le réel. Vous avez, au cours de votre carrière d'enseignant, fréquenté beaucoup les jeunes. Donc vous avez dû voir des mutations culturelles, des changements de mentalité. Qu'est-ce qui chez les jeunes aujourd'hui vous émerveille? Quelle confiance vous avez dans notre jeunesse d'aujourd'hui? Ce que j'ai aimé chez mes élèves, c'est les progrès. J'ai eu affaire à des élèves qui faisaient des progrès et qui devenaient bons. Et c'est une des choses les plus merveilleuses de la vie, de voir des jeunes progresser. Ça, c'est merveilleux. Vraiment, c'était un grand bonheur. Et mon bonheur était de mettre des bonnes notes avec des bonnes dissertations et de pouvoir, à un moment, saluer le travail, l'originalité. C'est ça que j'ai aimé. Et donc, là, on voit un véritable potentiel chez les jeunes. Vous aussi, vous êtes un gros travailleur, hein. C'est quoi votre moteur profond pour écrire tous ces livres et donner tous ces enseignements qu'on trouve aussi beaucoup sur Internet? On trouve beaucoup de vos conférences. Écoutez, je n'en sais rien. Je suis incapable de vous dire ce qui me meut, étant donné que ça ne vient pas de moi. Ça vient plutôt de la société et des éditeurs. C'est les éditeurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Voulez-vous écrire ?» Et puis on est venu me voir en disant « Voulez-vous parler ?» Finalement, c'est les autres et la société qui ont fait de moi ce que je suis devenu. Ils m'ont bousculé, ils m'ont invité à réfléchir et à écrire, et j'étais très content de ne pas donner mon avis. J'étais très content que ce me soit imposé. J'ai trouvé ça merveilleux. Je trouve que là, il y avait le sentiment de rencontrer une destinée. Comprenez? Oui. Donc, ce n'est pas ma volonté, c'est autre chose. Et du coup, c'est mieux que ma volonté. C'est souvent les autres qui nous envoient dans notre propre Et mission. à travers eux, c'est le ciel qui parle et qui est venu frapper à ma porte, me réveiller, m'obliger à travailler. Et j'ai adoré. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Et ce que j'ai aimé, c'est que chaque livre
chaque conférence est une rencontre. Et il y a toujours eu le travail intellectuel et la rencontre personnelle, et l'alliance entre les deux est une merveille. On sent dans vos écrits, dans vos travaux, une très grande clairvoyance sur les enjeux d'aujourd'hui, ancrés aussi dans l'histoire humaine, dans toute l'aventure humaine. On sent, vous révélez un certain nombre d'enjeux qui sont vertigineux, qui mettent presque en péril la survie humaine. Et pour autant, je trouve, chez vous, il y a toujours une forme d'amour de l'homme, de la vie, une très grande espérance ancrée en vous. Qu'est-ce qui nourrit cette espérance que vous avez en l'homme, en la vie? Je crois qu'il y a des choses très graves qui sont en train de se passer, mais commandement céleste, ne jamais être désespéré et penser que la situation est catastrophique et va directement à l'abîme. Ce qui me donne de l'espérance, c'est le mot espérance lui-même. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? C'est l'idée que la vie est fondamentalement ouverte. Et ça, c'est très très important de le garder parce que ça vous évite la folie, la méchanceté et le désespoir. Qu'est-ce qui me permet de garder de l'espérance? C'est tout simplement un sentiment de protection de moi-même. Si je suis désespéré et je pense que tout va à l'abîme, je suis triste, je sens la méchanceté, l'aigreur, la violence venir. Je ne veux pas être saisi par des forces négatives et par régulation, je suis délibérément ouvert à l'avenir et j'aime une deuxième chose. Nous ne savons pas tout et il y a toujours des événements inattendus, imprévus et bénéfiques qui interviennent dans la réalité. Et donc ça vous permet de garder l'œil ouvert en disant « nous ne sommes pas perdus et nous ne savons pas tout ». Par là même, la réalité demeure ouverte et donc on garde son jugement et on ne se laisse pas embarquer par les passions. Dans La destruction du réel, justement, vous parlez des 10 attitudes les plus courantes face aux enjeux de notre temps. Vous parlez de la résignation, de l'espérance tragique, de l'apocalypse, du déni du progressisme aussi, puis d'autres. Et vous en mentionnez une 11e qui résonne avec ce que vous venez de partager. Et une clé qui vous aide à vivre et vous donne de la force, c'est l'imprévisible. Est-ce que vous pouvez nous... Oui, j'ai entendu toutes sortes d'interprétations du monde qui est le nôtre, et j'ai trouvé assez banal. Et ce que je pense, même si je pense qu'il se passe des choses graves actuellement dans notre monde, je pense qu'il y a toujours quelque chose d'imprévisible qui arrive et qui parfois donne aux événements une tournure totalement inattendue. Donc, je me permets de dire, il va y avoir un changement qui va ne faire que des vivants et pas des morts. Et je pense que mathématiquement, nous allons retrouver une haute connaissance spirituelle. Pour l'instant, nous avons étudié tous les scénarios et nous apercevons que tous sont bloqués. Le scénario qui est le nôtre, c'est la science va nous permettre d'être de plus en plus puissants. C'est faux. La science ne nous permet pas forcément d'être de plus en plus puissants et parfois, même, elle obère notre capacité d'être puissants. Ce que je sens dans notre époque, c'est que nous sommes arrivés à une limite et qu'il faut autre chose. Seule l'aventure intérieure spirituelle et céleste est capable de transformer l'humanité et de la libérer des démons qui se sont emparés d'elle et qui l'asservissent. Voilà. Alors, on est dans la séquence qui s'appelle « Un futur à tisser ». Qu'est-ce que ça vous évoque, cette thématique du futur à tisser? Est-ce que vraiment on a prise sur ce futur pour le travailler? Ah oui. Le futur à tisser repose sur une chose qui est essentielle, à savoir que l'humanité a un avenir.
dès que vous dites que l'humanité a un avenir et pas seulement un passé, ben ça change tout. Donc, je crois que ce qui permet d'aller vers le futur, c'est l'idée même que l'avenir est possible. Il y a un potentiel incroyable à l'intérieur de l'humanité et il est loin d'être fini. Eh bien, un grand merci, Bertrand Vergely, d'avoir été parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli, ce fut un bonheur. Nous arrivons, chers amis, déjà au terme de notre formation. J'espère que vous l'aurez appréciée, qu'elle vous aura nourri, éclairé, peut-être bousculé, en tout cas, j'espère, permis de voir la réalité sous un jour nouveau et les sujets bioéthiques avec un regard renouvelé.